Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo, anime. Parce que il y a des super animes en ce moment et on voulait vous en parler avec l'ami Greg. Salut mon cher Greg, comment vas-tu? Ça va, il y a des très bons animes en ce moment et on avait voulu vous en parler. Ker, est-ce que tu peux nous dire... Tu as bien raison. Oui. Et je suis vraiment content parce qu'il y a vraiment des chouettes animes en ce moment et on voulait vous en parler. Et je dirais Mais avant de faire la liste... Il y a de très chouettes animes en ce moment et on veut vous en parler. Ouais. Mais avant de se lancer dans la liste complète de ces différents animes, un petit point sur la manière de diffuser ces différents animes qui, je trouve, est assez intéressante. On a quelque chose qui sort un petit peu de la diffusion traditionnelle des animes. Alors je vais le dire en tant que mec qui s'y connaît pas énormément. Et mon ressenti, on va dire, de l'extérieur. C'est-à-dire qu'avant, on avait le manga, l'adaptation anime, diffusion hebdo sur les plateformes récentes, mais ou sinon sur des chaînes classiques, comme il y a depuis longtemps. Et on a à côté de ça, depuis peu de temps, Netflix qui sort des animes qui font un peu l'effet de bombe. On a eu Arcane, bien évidemment, l'adaptation de League of Legends, qui était un vrai bijou, avec une animation extrêmement léchée et vraiment tout était très très bon. On a eu bien évidemment l'adaptation de Cyberpunk, donc Cyberpunk Edge Runner. Alors c'est pas l'adaptation du jeu vidéo, mais c'est inspiré de l'univers, qui était aussi un bijou. Et puis là, on a Pluto qui arrive, qui tout de suite emballe tout le monde, qui est l'adaptation d'un manga qui est une référence par le papa de Monster et de 20th Century Boys. Tout le monde dit que c'est une adaptation absolument fidèle au plan près et d'une immense qualité. Les critiques sont dithyrambiques. À côté de ça, toi tu en parleras, mais il y a eu Castlevania Nocturne qui a été couvert d'éloges aussi. On a Blue Eye Samurai qui est écrit par Michael Green, donc qui est le scénariste de Blade Runner 2049, de Logan, d'Alien Covenant, qui a un style. Alors, pour être très honnête avec vous, j'ai regardé le premier épisode pour voir un peu à quoi il ressemblait, pour l'évoquer dans la vidéo, parce que beaucoup de gens en parlent, et là, au moment où on vous en parle, il est dans le top 10 des séries les plus regardées de Netflix. Mais visuellement, mais il est magnifique cet anime. Bref, j'ai vraiment, et il n'y a pas que ça, il y a Akuma-kun par exemple qui revient le 9 novembre sur Netflix. Donc ça fait plus de 30 ans, je crois, qu'il n'y avait pas eu d'épisode d'Akuma-kun qui est revu, donc un peu modernisé par celui qui l'avait fait il y a 30 ans. Il y a vraiment plein de choses, et puis il y en a d'autres. Il y a Captain Laserhawk aussi qui fait beaucoup parler. Enfin, il y a Netflix qui te sort des animes là, qui sont un vrai succès critique, et là vraiment très fort, et surtout à côté de ça un vrai succès aussi public. Il y a énormément de gens qui ont vu Arcane, énormément de gens qui ont vu Cyberpunk. Pluto était plutôt bien classé, sans mauvais jeu de mots, dans le classement. Là on voit que Blue Eye Samurai l'est aussi. Donc je trouve que c'est vachement intéressant, et ce qui est intéressant c'est surtout que Netflix, ils auraient pu se contenter de l'adaptation, par exemple, de jeux vidéo avec le succès d'Arcane, de Cyberpunk, de Castlevania. Et puis, en fait, ils font pas que ça. Ils travaillent avec différents artistes sur des genres et des sujets qui sont variés. Et ils balancent petite bombe sur petite bombe. Alors, il n'y a pas que des réussites. Mais voilà. T'en penses quoi, mon cher Greg, de ça? Eh bien, mon cher Ker, je pense que en ce moment, pour Netflix et les animes, c'est une histoire d'amour. C'était une histoire d'amour un peu houleuse au démarrage, mais j'ai envie de dire, là, en ce moment, entre les animes vraiment de qualité qui sont en train de sortir semaine après semaine et l'adaptation d'un anime qui est One Piece, qui est le carton de Netflix de ces derniers mois, j'ai envie de dire qu'en ce moment, les deux, ils s'aiment beaucoup. L'animation et Netflix, ils sont comme ça, ils se tiennent bras dessus bras dessous et ils boivent des petites bières tous les deux, je pense. Et ils mangent des ramen. Plus imagé ou on est bon? On va commencer avec Invincible, dont la saison 2 est arrivée sur Prime. On avait beaucoup aimé l'adaptation du comics de Kirkman sur Prime Video, la première saison. Là, la saison 2 a été très attendue. Il y avait eu un épisode spécial entre les deux sur Atom Eve. Début de saison 2, mon cher Greg, qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi est-ce qu'il faut se ruer sur Invincible? Et qu'est-ce que tu penses de ce début de saison 2?
Alors, je pense que Invincible pour la première saison, était une très bonne première saison, avait ce côté un peu frais, avait ce côté aussi anime occidental, avec ses défauts et ses qualités. Et vraiment, là, cette saison 2, elle reprend bien les choses là où on en est. Je suis un petit peu plus avancé je pense que ce qui va être 3 ou peut-être 4 ou 5 épisodes, je suis avancé sur les comics. Et la manière dont ils ont remixé l'histoire, qui n'est pas suivie dans exactement le même ordre chronologique que dans les comics, aide énormément au rythme, et je trouve ça vraiment très cool. Il y a vraiment une narration, le fait de s'intéresser au personnage qui est très réussi. Effectivement, c'est toujours, j'ai presque envie de dire, la violence a l'air d'être plus ou moins la marque de fabrique des productions Amazon. Et du coup, le truc, c'est que, je dis ça puisque on sent une espèce de patte The Boys présente dans Invincible. Et le truc, c'est qu'il y a vraiment, des enjeux. On a l'impression qu'on suit des personnages. Il y a ce petit côté, on a l'impression de voir une version alternative des personnages de chez DC et de chez Marvel. L'homme robot, c'est vraiment Iron Man. Il y a le personnage qui suit le multivers, on l'a déjà vu chez Marvel. Enfin, il y a vraiment Immortel, c'est une espèce de mix entre un pseudo Superman et entre du coup un des grands méchants habituels de chez DC. Et donc au final, il y a ce goût là dans la bouche, mais ils arrivent à tout remixer et en faire un univers intéressant. Et ça, je trouve que c'est très réussi. Et du coup, en fait, et puis on sent que la série, elle a sous le coude, elle pourrait partir sur des sujets un peu interstellaires avec des enjeux plus gros. Et donc vraiment, c'est une série qui est très différente des autres, qui est très comics, qui est très super-héros, comic book américain, mais elle est très plaisante, elle est très présente, on sent qu'il y a une intelligence à l'écriture qui est assez intéressante. Et vraiment, c'est gentil, c'est méchant, l'univers politique, etc. et fouillé, c'est toujours très très cool. Toi, t'en penses quoi de Invincible, mon cher Car ? Bah, on en avait déjà parlé sur la chaîne et moi ça me fait vraiment plaisir d'en reparler. C'est marrant de parler d'Invincible maintenant parce que Gene V vient de se terminer sur Prime, donc sur la même plateforme. Et je trouve que Invincible, c'est la manière d'aborder les super-héros sauce teenage d'une manière beaucoup plus réussie que ne le fait Gene V, qui n'est pas une mauvaise série en soi. Mais Invincible est vraiment une très bonne manière d'aborder ça. On a la confrontation souvent très brutale entre les problématiques liées à un ado qui découvre ses super pouvoirs, chose origine story qu'on a vu 250 000 fois, et la brutalité des enjeux qui va se prendre dans la tronche, avec, tu l'as dit, le côté monter en puissance dans le côté dramatique et violent sur la fin de la saison 1. En y réfléchissant, je pense que, sans vous spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, je pense que rien que la scène du métro, ça doit être le truc le plus violent que j'ai vu depuis des lustres, en fait. On la revoit, tu sais, en flashback dans le début de la saison 2. C'est hyper vénère. Et dans Ginvey, ils ont fait une scène avec des poupées qui est très très violente aussi. Ils ont utilisé les poupées pour pas avoir à le montrer à l'image. Mais je trouve que la scène du métro, elle est vraiment pire. Et c'est ça, Invincible. Tu parlais de qualité d'écriture. Enfin, je te rejoins sur tout ce que tu as dit. La violence ajoute beaucoup. La dureté des propos, des enjeux, l'importance de la menace aussi. Il n'y a pas beaucoup de films de super-héros qui arrivent à nous mettre une menace aussi forte que Invincible, tout en gardant un côté familial, un côté amical, enjeu de lycéens, etc., etc. C'est vraiment bien. Il n'y a que le début de cette saison 2. Globalement, alors là, sans vous spoiler, pour ceux qui l'ont vu, la première scène m'a étonné, je comprenais pas trop où ils allaient. Et puis après l'épisode, j'ai trouvé sympathique, mais c'est pas le meilleur d'Invincible. Par contre, très content de retrouver la série. Donc on a retrouvé l'anime, donc moi comme Greg, je vous la conseille chaudement. Et toi, le premier épisode de la saison 2, t'as emballé ?
Ouais, ça me fait vraiment plaisir de les retrouver. Et comme je le disais, ça donne un petit peu. Il y a pas. Il y a longtemps, je regardais les épisodes de la Justice League qui sont d'ailleurs Justice League Unlimited et Justice League tout court et Justice League Unlimited qui sont arrivés sur Netflix pour les fans de DC. Et du coup, il y a ce petit côté vraiment animation DC de la belle époque, de la série Batman Animated, des choses comme ça. Et dans le look. Et puis dans le propos, c'est une série qui est assez moderne et tout. Je trouve ça assez cool, vraiment plutôt un bon conseil. Et du coup, on va passer à la deuxième série qui est du coup Pluto. Et du coup, Pluto, là, c'est deux salles, deux ambiances. On est on est très super-héros avec la première. La deuxième, c'est mystère psychologique. Pluto, c'est une série du coup, sur Netflix. On suit. Donc, on est dans un monde. Je t'arrête tout de suite. Pluto, c'est le chien de Mickey. Hein. Je me demandais si on allait être suffisamment adulte pour ne pas la faire. Et au final, visiblement. Comment tu veux que je ne fasse pas cette vanne que j'adore ? Je pense que c'est peut-être le signe qu'on n'a pas réussi à grandir. Ah, franchement, nos corps vieillissent. On la fait pas. Faudrait être dingo pour pas la faire, celle-là. Et très bien, en passons plutôt à l'anime. Et du coup, l'anime de Pluto, ça parle de quoi ? Donc, c'est dans un monde où il y a des robots qui vivent avec les hommes. On est dans un monde qui se veut très adulte. Donc, il y a des lois pour régir les IA, les robots. Et dans ce monde, il y a les avancées, les percées de certains grands scientifiques ont amené 7 robots qu'on considère comme des armes de destruction massive, parce que tellement plus avancés que les autres et capables de changer fondamentalement le monde. Et donc l'histoire se passe plusieurs années après une grande guerre où des nations poussaient des robots à combattre d'autres robots. Et dans ce monde où les robots sont interdits de violenter, tuer un humain, eh bien, il y a un drame. Un humain, un grand spécialiste, défenseur des droits des robots, décède, puis un des 7 robots est tué, et un de ces 7 grands robots est Gesicht. Gesicht, c'est un robot enquêteur pour Europol, et il va devoir mener cette enquête pour savoir si oui ou non tout ça est lié, et qui pourrait être ce fameux et mystérieux criminel qu'il va surnommer Pluto. Et c'est le chien de Mickey. Eh bien, fin de l'anime. Eh bien, du coup, c'est une série que j'apprécie énormément. C'est une série, si vous êtes fan d'anime, vous connaissez la série Monster, qui était une série pareille de un thriller psychologique avec une ambiance très pesante. Le générique était exceptionnel, le générique de fin était absolument exceptionnel. Et là, il y a vraiment quelque chose qui en est très proche. On a une ambiance qui est parfois pesante, vraiment de polar. D'ailleurs, même physiquement, dans le design, la série, je trouve, ressemble beaucoup à Monster. Et donc, pourquoi ça ressemble à Monster ? Parce que tout simplement, c'est le même auteur. Mais c'est vraiment une série qui est adulte, qui est intéressante. C'est une série qui prend son temps, peut-être trop son temps. Il y a peut-être des épisodes qui manquent un peu de rythme. C'est une série qui est très ambitieuse, dans le sens où c'est pas des épisodes de 22 minutes comme habituellement, c'est des épisodes qui durent 60 minutes. Donc ça veut dire qu'on a vraiment on a 8 épisodes, mais qui représentent largement autant que beaucoup de saisons d'anime. Et on a vraiment, ils n'ont pas peur d'avoir comme ça un espèce de moment où on a 20 minutes sur l'histoire d'un personnage qu'on ne connaît pas, dont on va développer son attachement avec un robot, son développement. Et c'est définitivement une série que je trouve très ambitieuse, très marquante dans sa narration. Les personnages sont très intéressants. Évidemment, j'ai envie de dire, c'est presque une idée qui paraît presque logique, tellement elle est intelligente. C'est que, du coup, les personnages les plus humains sont les robots, les plus développés sont les robots. Il y a beaucoup de réflexions évidemment sur le transhumanisme, sur les IA, et
Et vraiment, cette série, je trouve elle est extrêmement chouette. J'avoue que quand j'ai vu Astro le robot, pour moi, c'était Astro le petit robot de mon enfance. Je ne m'attendais pas à avoir quelque chose de mature, mais c'est vraiment définitivement une série à regarder, une série qui a des twists, vraiment comme un vrai polar. Vraiment, je ne peux que vous conseiller plutôt si vous ne l'avez pas encore regardé. Qu'est-ce que tu en as pensé, mon cher Car, avant qu'on passe à l'anime suivante? Bah, je te rejoins complètement. La relecture sauce mature d'Astro le petit robot a de quoi étonner et plutôt est un excellent anime. Le premier épisode va vous séduire, je pense comme à peu près tout le monde, tant il est réussi et il donne le ton. On a une première partie voilà, qui pose un peu les bases de l'univers et on a une deuxième partie sur le piano qui est magistrale. Et en fait, ils nous refont ça dans l'épisode 2, ils nous refont ça dans l'épisode 3. Et là, je trouve que quand l'intrigue est davantage développée, enfin que les mystères commencent à être résolus, il y a eu beaucoup de réflexions, comme tu l'as dit, sur l'IA, sur les robots, sur la violence de guerre, les peuples persécutés, etc. C'est une série c'est un anime qui est extrêmement contemporain, tout en étant futuriste, avec des thématiques très matures qu'il développe très bien. Et alors je le disais tout à l'heure dans la partie sur Netflix, mais ce que j'aime aussi, c'est de savoir que les fans de Pluto, du manga, enfin les gens qui ont aimé le manga Pluto, en sont très satisfaits de cette adaptation. C'est-à-dire que Netflix là a fait vraiment un super travail d'adaptation et qui plaît autant aux novices comme moi que à ceux qui ont lu le manga. Et ça donne énormément d'espoir d'ailleurs à ceux qui ont aimé Monster et plutôt parce que l'auteur est surtout connu pour 20th Century Boys. Et là, il y a de plus en plus d'espoir que Netflix adapte 20th Century Boys. Et surtout, vu la manière dont ils ont adapté plus tôt et la manière dont ils traitent les animes en ce moment, on peut être quand même globalement rassuré sur ce que va faire Netflix avec 20th Century Boys s'ils le font. Voilà. Et si tu nous parlais de Castlevania Nocturne, mon cher Greg? Alors oui, encore une fois, donc là, 3 salles, 3 ambiances, hein, soyons clairs. Donc là, on est sur... pour ceux qui le savent pas, on avait déjà fait des vidéos sur les autres, enfin la série principale d'animation Castlevania sur Netflix et l'histoire de Belmont est arrivée à sa fin sur la dernière saison de Castlevania et du coup, il était logique de passer à autre chose dans l'histoire et on a donc une série spin-off qui se déroule bien longtemps après la première série Castlevania et on a une série avec Castlevania Nocturne que j'attendais beaucoup. J'aime énormément cette ambiance lourde, gothique, vampirique qui est vraiment très réussie. Une série aussi avec une ambiance un peu horrifique, vraiment une ambiance très pesante comme pouvait avoir la très vieille série Spawn à l'époque qui était diffusée sur HBO et série que je vous conseille également. Et le truc c'est que je sais que Castlevania Nocturne est une série qui est un peu divise la communauté des fans Castlevania. Il y a ceux qui ont juste adoré de voir une suite, il y en a d'autres qui pensent que c'est une version un peu édulcorée de Castlevania. Moi, je suis du côté de ceux qui ont beaucoup aimé. Il y a quelques épisodes un peu moins bons dans le rythme, mais si vous aimez bien le style gothique, si vous aimez bien un petit peu les histoires de vampires, de ténèbres éternelles, etc., la série, elle joue parfaitement avec ça. Ce qui est marrant, c'est que je sais que c'est moins la came de Kerr, je crois qu'il a même jamais accroché à Castlevania, mais par contre, Kerr, lui, il adore les films d'horreur, alors que moi, pas du tout. C'est un petit peu mon côté film d'horreur acceptable. C'est cette série Castlevania. Et du coup, l'animation est exceptionnelle. Les scènes de combat, etc., sont d'une fluidité incroyable. Le design extrêmement soigné.
Vraiment une série, on sent que Netflix, ils ont dit non mais cette série c'est un carton, on veut plus de Castlevania, et donc ils mettent le budget pour que ce soit le cas. Certes, on n'a pas un moment aussi ouf que le final de Castlevania, que je ne vous spoilerai pas, mais que le combat de Belmont. Mais par contre, on sent qu'on a plein d'épisodes qui sont très rythmés. On sent que l'histoire en a clairement sous le coude pour qu'il y ait d'autres saisons. Et ce n'est pas frustrant. Souvent, ce qui est problématique avec les séries dont l'histoire est trop étirée, c'est qu'on a l'impression que ça s'arrête au milieu vraiment de l'action et on vous dit à dans 2 ans. Là, c'est pas le cas. Il y a vraiment... L'histoire est certes pas terminée à la fin de cette saison, mais elle ne laisse personne sur le carreau en se disant qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que toi, tu as envie de regarder Castlevania Nocturne, mon cher Car ? Oui, parce que tu en as dit beaucoup de bien, les critiques sont unanimes, et tu m'as surtout dit que j'étais pas obligé d'avoir vu Castlevania pour regarder Nocturne, donc oui, en effet, j'ai envie de regarder Castlevania Nocturne. Moi, j'ai envie de parler d'une autre série. Alors, pareil, tu parlais de 3 salles, 3 ambiances. Je vous propose la version 4K, 4 salles, 4 ambiances, avec Star Trek Lower Decks, qui est une série un peu parodique animée, donc format court, 20 minutes, un peu parodique de Star Trek, produite par le producteur de Rick et Morty, diffusée sur Paramount, qui fait partie de l'univers Star Trek, développé avec Discovery, avec Picard, avec Strange New Worlds, etc. Sauf que c'est une série comique qui, dans la manière de traiter un peu les choses avec beaucoup de second degré, pourrait faire penser à la série The Orville. Dans Star Trek Lower Deck, on suit en fait les enseignes, c'est-à-dire donc l'équipage qui a le moins gradé d'un vaisseau de la Fédération. Et donc c'est toujours les mêmes. On suit Mariner qui est très rebelle, qui est la fille de la commandante. On a Boimler qui a très envie de devenir un jour un grand commandant, mais qui a peur de tout. Rutherford qui est un scientifique, un mécanicien plutôt, qui a un implant. Et puis il y a Temli qui est celle qui est plus du côté médical. On suit ces 4-là. Il y a d'autres personnages aussi, puisqu'on suit leurs officiers, dans une série qui est extrêmement second degré, très très détente. Ça fait un bien fou de regarder par exemple Star Trek Lower Deck avant d'aller dormir. Elle se prend jamais au sérieux. Elle est toujours très chouette. J'ai vu beaucoup de fans de Star Trek aimer cette série parce qu'elle fait beaucoup de références aux séries, aux films. Elle respecte l'univers tout en jouant avec cet univers. C'est vraiment une série animée coup de cœur que j'ai depuis plusieurs années. Et vous avez de quoi manger avec, puisque là, la saison 4 vient de se terminer. La saison 5 est déjà commandée. Et c'est vraiment... c'est une série, voilà, vous mettez vos chaussons et vous êtes peinard. C'est le bon kiff. Et moi, je suis vraiment, j'aime beaucoup Star Trek Lower Deck, au point où je pense qu'en octobre, en ayant vu beaucoup de séries quand même, je me demande si c'est pas ma série préférée que j'ai vue en octobre. Voilà. Est-ce que tu as déjà regardé Star Trek Lower Deck, mon cher Greg ? Jamais, mon cher Car, et le fait que tu m'en parles régulièrement me donne envie de la regarder. Alors, pour la regarder, sachez juste que Prime a les 2 premières saisons, parce qu'avant c'était diffusé sur Prime, mais depuis Paramount Plus est sorti. Donc Paramount Plus a récupéré la saison 3, diffuse la saison 4 et a promis de remettre la saison 4 sur Prime. Je ne sais pas trop ce qu'ils vont faire dans leur micmac. En gros, vous avez tout sur Paramount Plus. Sinon, vous avez une partie sur Prime et la suite sur Paramount Plus. C'est à vous de voir. Ok, et du coup, j'ai envie de faire un petit bonus en parlant de 2 animes. Alors, si vous êtes un gros fan d'anime, mais que vous êtes plutôt de la catégorie Netflix, eh bien, ne vous laissez pas endormir que par Netflix. Et il y a également sur Crunchyroll, évidemment, le roi du moment, une des plus grosses séries de ces dernières années, pour faire simple, qui est Jujutsu Kaisen, et elle est revenue, sa saison 2, on en est à peu près, on a plus de la moitié, je crois, et c'est toujours aussi bien, et ce qui est très très bien, c'est que les 4-5 premiers épisodes, c'est une espèce de film à part qui a été divisé.
sur du coup la genèse de certains personnages. Et vraiment, c'est extrêmement agréable à regarder. C'est sympa de voir le passé des personnages, mais aussi de voir qu'ils ont toujours envie d'être aussi propres dans l'animation. Je sais que certains disent que la deuxième saison est moins bonne que la première, que d'autres disent que la deuxième est meilleure que la première. Je suis au centre. Pour moi, pour l'instant, j'ai l'impression d'avoir vu autant de bien que dans l'une que dans l'autre. Et vraiment, voilà. Donc, Jujutsu Kaisen, parce que moi, je sais que la hype était passée, et du coup, j'étais pas du tout même au courant que la série reprenait. Et du coup, c'est vraiment cool. Et j'aurais juste Jujutsu Kaisen, parce que là, je suis en train de dire c'est cool, mais sans parler de quoi. C'est globalement, c'est Naruto, mais version exorciste. C'est une équipe de 3 étudiants en exorcisme qui ont tous des passés différents, qui sont avec Kakashi, je veux dire un autre professeur, et qui est là pour leur apprendre comment exorciser les démons. C'est une série qui a vraiment un ton plus mature, plus horrifique, et qui est assez sympathique. Et je voulais juste faire une mention spéciale à Cyberpunk, qui n'est pas récent, à l'inverse de toutes les autres séries, mais que j'ai regardé du coup là sur les dernières semaines. C'est une pépite, quoi. Enfin, vraiment, je m'attendais pas à vraiment autant kiffer. Et c'est vraiment très fort. On a l'impression, il y a des moments, ils font des ellipses pour juste qu'on en prenne, qu'on soit encore plus attaché au personnage. Et là, c'est vraiment le cas, quoi. On a vraiment une espèce de famille de cyberpunk ou un groupe de cyberpunk, et on est très vite attaché à tous les personnages, à la psyché des personnages, et c'est vraiment très très réussi. Et ça m'a rappelé que vraiment ces dernières années, dans les œuvres que j'ai vues qui m'ont le plus marqué, bah au final, il y a quand même beaucoup d'animes dans le tas, quoi. Enfin, pour moi, je pense que ce que j'ai regardé qui m'a le plus marqué de ces dernières années, tout films et séries confondus, je pense que c'est Re:Zero. Et vraiment, c'est toujours un vrai plaisir de voir que les animes sont capables d'envoyer tellement de vagues d'émotions, de rire, de larmes, de stress, de ce que vous voulez. Mais vraiment, je trouve qu'il y a une capacité de création dans les animes qui est incroyable. Et c'est vraiment plaisant de voir qu'on est dans une très belle époque des animes en ce moment. Voilà. Et si vous êtes fan d'anime, sachez qu'il y a des vidéos spéciales, un peu sur un format différent d'habitude, documentaire, qui arriveront sur la chaîne dans on ne sait pas encore combien de temps, mais dans quelques temps. Et on a beaucoup travaillé pour ça. J'espère que vous serez curieux de les voir. Ker, est-ce que tu veux oui, mais j'ai un petit extra aussi, moi. Si tu le permets, Harley Quinn, la saison 4, elle a été diffusée donc aux US, et il y a des infos sur Harley Quinn, je vous les balance et après je vous dis pourquoi il faut regarder. La saison 4 sera diffusée en VO et en VF, et la VF est excellente, en décembre 2023, sur Warner TV Next, qui est le nouveau nom de Toonami. Donc voilà, pourquoi Harley Quinn faut regarder. C'est un traitement d'Harley Quinn comme j'avais jamais vu, et un traitement de DC pareil, très original, énormément d'humour. C'est un peu parodique comme Lower Deck, mais en moins léger. C'est moins léger que Lower Deck. Il y a une histoire qu'on suit sur plusieurs épisodes, etc. Il y a les personnages de DC en plein la tronche. Harley Quinn est super, Poison Ivy est excellente aussi. Il y a des personnages qui sont tellement réussis qu'ils vont en faire des spin-offs. C'est une série qui fait beaucoup rire, qui est très attachante. J'ai trouvé les 2 premières saisons parfaites. La saison 3, j'ai moins kiffé. Mais c'était quand même une bonne saison. Et là, voilà, saison 4 qui déboule. Ça, c'est chouette. Et j'en profite aussi pour dire, parce que je parlais de Netflix, et puis du succès qu'ont eu certains animes. Là, toi, tu parlais de Cyberpunk Edgerunner, qui a d'ailleurs une fin très aussi réussie que le reste. Et ça, c'est souvent pas facile de réussir la fin. D'ailleurs, coucou à l'Attaque des Titans. Hein. Je suis pas en train de dire qu'ils n'ont pas réussi leur fin, mais on a parlé d'animes qui nous ont marqué ces dernières années. L'Attaque des Titans en fait partie, et c'est terminé. Et s'il y a eu autant de succès, je pense, en France, sur certains animes
comme Arcane, comme Cyberpunk, comme sur Blue Eye Samurai ou Pluto, c'est aussi parce qu'il y a une VF qui est hyper quali, mais vraiment hyper quali. Je voulais féliciter la VF de Cyberpunk Edgerunners, moi je l'ai adoré. Alors je sais qu'il y a des pro VF, des pro VO, il n'y a pas de souci. Vous regardez comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais alors vraiment, on salue pas assez les doubleurs et les doubleurs qui ont fait les gros animes récents là. On sent vraiment que du côté de Netflix ou d'autres plateformes, Invincible c'est pareil. Il y a la volonté vraiment de prendre des doubleurs français qui ont des voix qui sont connues du grand public, qui doublent très bien. La voix d'Harley Quinn, elle est tellement géniale. La voix de Poison Ivy aussi. Dans Pluto, c'est pareil. Dans Cyberpunk, c'est ouf. Enfin, vraiment, tu sais, moi, que Cyberpunk, j'ai continué à jouer au jeu parce que j'adorais la voix du personnage féminin. J'adorais sa voix et du coup, je continue à jouer. Et le doublage, je voulais féliciter parce que je trouve qu'il le mérite. Voilà, mon cher Greg. Je te laisse le mot de la fin, tiens. Eh ben, les animes, c'est l'amour. Des bisous à tous. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos très rapidement. N'hésitez pas à laisser un commentaire avec les animes que vous conseillez en ce moment. Des bisous à tous. On se retrouve très vite. Ciao, ciao.